Bonjour. Les Gilets jaunes ont fait avancer l'idée de démocratie en France en quelques semaines, davantage qu'auparavant en plusieurs décennies. Bien sûr, il y avait déjà avant les Gilets jaunes des gens qui se battaient pour la démocratie en France. Je pense par exemple à Étienne Chouard. L'idée fondamentale d'Étienne Chouard, c'est que ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Ce n'est pas aux élus d'écrire la Constitution où justement est désigné le pouvoir qui est accordé aux élus, mais aussi les limites de ce pouvoir. C'est pas à eux d'écrire la Constitution parce que c'est humain, ils vont avoir tendance à se donner à eux-mêmes beaucoup de pouvoir, à écrire dans la Constitution leur propre pouvoir, et par contre à écrire l'impuissance du peuple. Et c'est pour ça que c'est le peuple et uniquement le peuple qui doit pouvoir écrire la Constitution. Et Étienne Chouard explique ça merveilleusement bien. Il montre comment souvent les problèmes que connaissent les Français, ils sont dus au fait, ou bien ils ne peuvent pas être résolus à cause du fait que le peuple français a très peu de pouvoir. Et cette absence de pouvoir, elle est justement écrite dans la Constitution française. Et que par conséquent, la cause des causes de ces problèmes, c'est souvent le fait que ce n'est pas le peuple qui écrit la Constitution française, mais que c'est les hommes de pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Et Étienne Chouard a créé de nombreux ateliers constituants où il invite les gens à écrire la Constitution qu'ils aimeraient avoir. Et ça permet aux gens de voir beaucoup plus concrètement le lien entre, d'une part, la Constitution, un texte qui peut paraître abstrait, juridique, et puis leurs préoccupations immédiates et concrètes. Et dans ces ateliers constituants où les gens écrivent ce qu'ils souhaiteraient voir dans la Constitution, ils peuvent ainsi faire beaucoup mieux le lien entre ces deux choses. Et ça, c'est une des raisons du succès d'Étienne Chouard, mais c'est aussi une limite à son action parce que les gens ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faudrait écrire dans la Constitution. Étienne Chouard s'est jamais caché d'être un homme de gauche et on voit que les gens qui le suivent sont souvent eux aussi de gauche et les constitutions qui émergent de ces ateliers constituants ont tendance à être des constitutions de gauche. Et évidemment, c'est un cercle beaucoup plus étroit que les démocrates, parce que potentiellement, la démocratie, l'idée de donner au peuple le pouvoir pourrait attirer beaucoup plus que la gauche, mais au fond, attirer des citoyennes et des citoyens de tous bords qui veulent simplement une véritable démocratie. Il y a un autre démocrate qui va avoir une approche complètement différente de celle d'Étienne Chouard. Au lieu de rédiger toute une constitution et d'entrer dans des détails de questions spécifiques qui au fond divisent la population, puisque des gens de droite ou de gauche n'auront pas forcément les mêmes avis, des progressistes ou des conservateurs n'auront pas forcément les mêmes avis. Donc au lieu de se laisser distraire quelque part par ces questions qui sont certes importantes, mais qui désunissent le peuple, qui désunissent les citoyens, et qui de toute façon est un peu pas tout à fait d'actualité si de toute façon ces citoyens ne peuvent rien décider. Euh, cet autre démocrate va lui se focaliser sur la question de savoir quelle est la réforme minimale qu'il faut réaliser pour faire de la France une démocratie. Il va mettre ensuite tout son effort sur ouvrir la porte de la démocratie, faire cette réforme minimale qui ouvre la porte de la démocratie, qui permettra au peuple d'écrire la Constitution. Et puis ensuite, et ensuite seulement, eh bien, les citoyens de tous bords pourront proposer des modifications de la Constitution pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais ce démocrate-là, et je parle de Yvan Bachot, ce démocrate-là va se focaliser sur la réforme minimale qui ouvre la porte de la démocratie, et ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc Yvan Bachot est un démocrate infatigable
qui se bat pour la démocratie depuis des décennies et des décennies, et qui continue d'ailleurs à se battre encore maintenant dans son grand âge avec énergie pour la démocratie. Euh, mais non seulement un homme infatigable, mais justement euh, focalisé comme un laser sur l'essentiel, sur la clé qui permet d'ouvrir la porte de la démocratie, sur le référendum d'initiative citoyenne. Et, et c'est vraiment la clé qui permet d'ouvrir la porte de la démocratie, parce qu'une fois que le peuple français peut modifier la Constitution, puisse prendre l'initiative de dire bon, nous on aimerait modifier comme ceci la Constitution, donc un certain nombre de citoyennes et de citoyens signent une pétition pour demander que soit soumise en votation populaire une proposition de modifier la Constitution dans tel ou tel sens. Et puis après, ben, elle serait, si le nombre requis de signatures est atteint dans les délais requis, cette proposition serait obligatoirement soumise en votation populaire. Et puis, si le peuple accepte cette proposition, alors ce serait une décision populaire qui devrait être obligatoirement mise en œuvre par les élus. Donc ça, c'est le référendum d'initiative citoyenne, et vous voyez que ça ouvre la porte de la démocratie, ça ferait de la France une démocratie, et puis ensuite, les citoyennes et les citoyens pourraient utiliser cet outil, ce référendum d'initiative citoyenne, pour faire encore d'autres modifications dans la Constitution. Et Yvan Bachot prévoit même pas seulement des modifications de la Constitution, mais en toute matière. Donc aussi, par exemple, pour changer des lois ou pour changer d'autres choses. Donc voilà, c'est ce deuxième personnage qui défend depuis très longtemps la démocratie en France. Et, et je ne vais pas essayer de faire ici une liste exhaustive. Je vous ai parlé d'Étienne Chouard, Yvan Bachot. Euh, Laissez-moi peut-être juste encore parler d'un troisième, d'un dernier, Yvan Blot, récemment décédé, qui lui aussi s'est battu pour le référendum d'initiative citoyenne, une version peut-être plus proche du modèle suisse que la version d'Yvan Bachot. Et Yvan Blot a obtenu un succès relativement important quand, sous son impulsion, 77 députés de l'Assemblée nationale ont signé demande un projet de loi pour introduire très concrètement un véritable référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que si ce projet de loi avait été accepté, évidemment 77 députés, c'est pas assez pour gagner à l'Assemblée nationale, mais si ça avait été accepté, il y aurait en ce moment un véritable référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution française. Voilà donc trois personnages hauts en couleur, avec un profil presque don quichotesque, et, et puis aussi leurs associations. Donc, par exemple, Étienne Chouard, il y a ceux qui se nomment les gentivirus qui propagent l'idée de la démocratie. Pour Yvan Bachot, il y a article 3, parce que son idée est de modifier l'article 3 de la Constitution française. Et puis l'association Clic-Cric. Et voilà, et puis il y a tous ceux qui participent, et bien d'autres encore. Il y a donc toute une galaxie de personnes qui défendent la démocratie directe en France depuis longtemps, depuis bien avant les gilets jaunes. Et c'est mais c'est une galaxie dans un microcosme quelque part. C'est-à-dire que ils ont du succès. Il y a, à vrai dire, il y a une grande diversité parmi eux. Il y a aussi toute une ébullition effervescente pour ceux qui participent à ça ou qui sont conscients de ce qu'ils font.
Euh, donc quelque chose de très effervescent, mais dans un microcosme parce que ça ne passait pas au niveau des grands médias. Euh, Peu de citoyennes et de citoyens étaient finalement conscients de toutes ces réflexions. Ceux qui en étaient conscients étaient souvent très passionnés, mais peu étaient finalement conscients. Donc, quelque part, c'était quand même un peu le calme plat, un peu peut-être même désespérant. Je ne sais pas si ces militants simplement considéraient que même si la perspective de faire de la France une démocratie était une perspective éloignée et aléatoire, bah, ça valait la peine même s'il n'y avait qu'une chance sur 1 million, il fallait se mettre en position de saisir cette chance, en suivant le principe qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Mais est-ce que, comme Tolkien, il pensait que finalement, il n'y a que les dieux qui ont le droit de désespérer parce qu'il n'y a que les dieux qui savent vraiment, qui savent tout et qui peuvent donc savoir avec certitude qu'une situation est vraiment désespérée. Je ne sais pas exactement ce qui se passait dans les têtes de tous ces militants. Euh, Ce que je sais, c'est qu'il y avait cette effervescence dans un microcosme, mais qu'à un niveau plus général, au niveau du citoyen lambda ordinaire, là, c'était le calme plat. Et c'est dans ce contexte qu'émerge soudain une nuée de gilets jaunes. Et ça, c'est un mouvement tout à fait extraordinaire, parce que c'est un véritable mouvement populaire et qui ne répond pas à un mot d'ordre d'un parti ou d'un syndicat, mais qui vient vraiment de la base. Et ce qui va se passer, c'est qu'au début, les revendications des Gilets jaunes sont vraiment très ponctuelles, ciblées par exemple sur les taxes sur l'énergie, euh, ou bien sur leur pouvoir d'achat. Mais très rapidement, ils vont demander davantage de démocratie. Et en particulier, ils vont demander un référendum d'initiative citoyenne. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que en France, le peuple est infantilisé par les élus qui leur disent au fond laissez-nous faire, on s'occupe des questions. Et, et c'est étonnant que finalement ce mouvement ait eu si rapidement autant de maturité pour se rendre compte qu'au-delà de leurs revendications immédiates et concrètes, et malgré l'importance de ces revendications immédiates et concrètes, il y avait quelque chose d'autre encore, euh, de peut-être encore plus nécessaire, qui était de faire de la France une démocratie, d'introduire ce référendum d'initiative citoyenne, pour non seulement obtenir satisfaction sur les revendications présentes, mais aussi pour qu'à l'avenir, ce soit plus nécessaire pour le peuple de toujours faire ces manifestations avec les risques que ça implique. Vous savez qu'il y a déjà eu plusieurs morts dans le cadre de ces manifestations. Euh, pour changer le système de sorte que ce soit plus nécessaire pour le peuple de faire tout ça pour faire entendre sa voix et pour décider entre deux élections. Et, et donc on voit les Gilets jaunes porter comme revendication, et souvent même comme revendication première, le référendum d'initiative citoyenne. Et bien sûr, il y a eu des violences qui sont un mal en soi, et dont on peut craindre qu'elles effriteront le soutien que les Gilets jaunes ont très largement dans la population. Donc ça, c'est ma première crainte. Et ma seconde crainte, c'est que les Gilets jaunes, de guerre lasse, finissent par se satisfaire
de quelques gains concrets et immédiats et renoncent à faire de la France une démocratie. Et donc renoncent à faire en sorte qu'à l'avenir, ils aient plus besoin de passer par toutes ces manifestations pour décider sur des sujets. C'est avec émerveillement, mais aussi avec quelques inquiétudes, que j'observe depuis la Suisse les événements en France, car vous savez que je ne suis pas un gilet jaune, je ne suis pas français, je n'habite même pas en France, mais je souhaite bon courage à tous les gilets jaunes et plein succès pour faire finalement de la France une démocratie. Vive la démocratie et vive la France!